Et voilà, y suis prêt. Dans le genre film culte, le Scarface de Brian De Palma de 1983 s'impose comme un monument. Plus de 40 ans après, il est encore plus populaire qu'au moment de sa sortie. Et nous allons analyser tout ça en profondeur, c'est parti. Notre histoire commence durant les années 70, peut-être tout début des années 80, où un acteur célèbre, que vous connaissez forcément si vous êtes là, un certain Al Pacino, rêvait d'adapter pour le cinéma une pièce de théâtre allemande écrite en 1941 qui s'appelle La résistible ascension d'Arturo Ui, écrite donc par un Allemand du nom de Bertolt Brecht. Cette pièce de théâtre est un petit peu particulière parce qu'en réalité, elle se base sur les classiques de films de gangsters, ça se passe pendant la Prohibition, ça s'inspire d'Al Capone, mais en réalité, ce que raconte cette pièce de théâtre, c'est la prise du pouvoir et l'ascension d'Adolf Hitler. Ainsi, les personnages font référence à cette page joyeuse de l'histoire allemande, mais en la maquillant comme un film de gangsters américain à Chicago lors de la Prohibition, etc., etc. Donc Al Pacino, il avait envie d'adapter cette pièce de théâtre. Un jour, alors que justement il faisait du théâtre, il se balade sur Sunset Boulevard, il n'était pas tout seul, et il passe devant un cinéma où il passait deux films, dont un certain Scarface, l'original de 1932. Et là, il se dit, bah tiens, on va aller voir ce film. Et il a une révélation en voyant ce film, il se dit, mamma mia, c'est ça que je dois faire. Je dois faire ce film-là. Il faut que je fasse un remake de ce film-là. Alors, il va voir son ancien agent, qui maintenant est producteur de films, Martin Bregman. Et l'idée lui plaît et il commence à travailler sur le film. Alors, au début, ils engagent un réalisateur, hein, ni plus ni moins que Brian De Palma pour travailler sur le film, ainsi qu'un scénariste qui se nomme David Ray. Alors, le réalisateur et le scénariste commencent à travailler sur le film, sur l'adaptation du classiquissime de Howard Hawks, mais ça donne pas grand-chose. Ils sont pas très satisfaits de la direction, des idées. Ils sont un peu bloqués. Parce qu'il faut savoir que Al Pacino et Bregman voulaient vraiment faire un remake du film. Vous savez ce que donne le Scarface de 83 à la fin. Ils voulaient vraiment faire un film qui se passait à la même époque, etc., etc. Et ça ne fonctionnait pas. Du coup, le réalisateur, Brian De Palma, quitte le projet. Et le scénariste aussi, il quitte le projet. Bergman et Al Pacino veulent continuer à aller de l'avant, alors ils engagent un nouveau scénariste. Oliver Stone, donc, qui est aussi réalisateur et qui sortait de la déception du fait qu'un de ses films n'avait pas fonctionné, donc le film La main du cauchemar, et qui, bien que il ait écrit aussi juste après le scénario de Conan le Barbare, qui a été beaucoup modifié pour être ce qu'il est dans le film final, et qui a touché un peu d'argent, il était quand même un petit peu globalement en difficulté économique. Hein, il roulait pas sur l'or. En plus, il était en dépression. À cette époque-là, il consommait beaucoup de cocaïne, c'est lui qui le dit, donc on va pas le cacher. Et donc, il est engagé. Et à ce moment-là, il faut savoir que c'est le scénariste le mieux payé d'Hollywood, puisqu'il est payé ni plus ni moins que 300 000 dollars pour écrire ce scénario. Et lui, il commence à travailler dessus. Mais encore une fois, la sauce ne prend pas. Il y a quelque chose qui va pas, il n'est pas emballé, garder la même époque, etc. Trop classique, trop déjà vu, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Bregman et Pacino engage alors le réalisateur Sidney Lumet, le célèbre réalisateur Sidney Lumet, qui lui arrive et a des idées. Il se dit, bon, faire un remake c'est une chose, mais est-ce que on ne le mettrait pas à l'époque actuelle, donc dans les années 80, à l'époque où ils ont fait le film, et est-ce qu'on ne le mettrait pas plutôt à Miami, avec le trafic de drogue, plutôt que l'alcool, etc. Et là, l'idée fait bim dans la tête de tout le monde, que ce soit Pacino, Bergman ou encore Oliver Stone. Alors, Oliver Stone, il commence à travailler son scénario. Tac, 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 tac. Alors, d'abord, il va se renseigner à Miami, il va repérer les endroits, il va regarder les dossiers de la police et tout. Il va aussi parler à des trafiquants, des anciens trafiquants qui étaient peut-être en prison, qui sont sortis, etc., grâce à des contacts, etc. Il va aller aux Bahamas pour essayer d'interviewer des gens qui sont sur place dans le trafic. Ce qui d'ailleurs lui fera une grosse frayeur, parce qu'ils l'ont pris pour quelqu'un de la brigade des stupes, donc il n'est pas passé loin de se faire bobo. En tout cas, il a eu très très peur, et ça, il dit que cette peur, justement, l'a inspiré dans le film, cette peur qui se dégage. Il dit que ça lui rappelle un petit peu ce qu'il avait fait, entre guillemets, dans le Vietnam, ce genre de peur, etc. Donc,
Tout ça, il va le mettre dans le scénario, il va partir à Paris pour se séparer justement du monde de la drogue et de la consommation, et là, il va donc faire le premier jet du scénario. Pa, 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 pa. Il revient et il l'envoie. Et Sidney Lumet, il lit le scénario, il fait ah, ah, ok, ah, ouais, enfin, j'ai dit de l'actualiser et tout, mais c'est pas tout à fait ce que j'avais en tête. Moi, je voulais plus raconter justement le côté politique, les manipulations, etc., etc. Et là, c'est un machin hyper vulgaire, hyper violent. Non, 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 ça va pas du tout. Mais ce qui se passe, c'est que Al Pacino et Bergman, bah eux, au contraire, ils sont très contents de cette nouvelle direction. Ils trouvent ça incroyable. Et donc, c'est Sidney Lumet qui quitte le tournage. Bon, faut donc chercher un réalisateur, hein, à nouveau. Alors pour la petite histoire, Al Pacino a demandé à son copain Robert De Niro, qui lui a dit, eh ben, écoute, tu pourrais demander à Brian De Palma. Et il lui a dit, au passage, si le film ne se fait pas, avec mon pote Marty Scorsese, on sera peut-être d'accord de le faire, nous, hein, donc si tu le fais pas, nous, on veut bien le faire. Hein. Je pense que ça, Al Pacino lui a dit, ah, donc je vais vraiment, vraiment faire, alors vraiment le faire. Et bon, bah, ils en reparlent à Brian De Palma, et Brian De Palma, qui était donc parti parce que à l'époque, tout ça, ça collait pas, bah là, il se retrouve avec quelque chose de totalement nouveau, et là, par contre, il est intéressé par ce qu'il lit, et donc il devient le réalisateur du film. Donc ce qui est intéressant de savoir, c'est que le réalisateur final du film avait été prévu au début, et il était parti. Ce n'est hélas pas la fin de l'aventure scénaristique, parce que du coup, Brian De Palma a aimé le scénario, mais il décide de retirer pas mal de choses qui sont écrites, entre autres toute une première partie qui se passe dans le camp de réfugiés, etc. Alors si vous avez vu les bonus DVD, vous voyez qu'il y a des scènes qui ont été tournées, qui ne sont pas montées, hein, pour ça qu'il n'y a qu'un plan fixe, mais il y a même des scènes qui ont été écrites et que lui, il n'a pas voulu mettre. Ça a beaucoup déplu à Oliver Stone, qui en plus, s'était proposé comme réalisateur avant le retour de Brian De Palma. Donc, ça lui a pas plu. Oliver Stone, d'ailleurs, l'a fait savoir, hein, qu'il n'était pas content. Mais voilà, peut-être qu'on aurait pu avoir ce film réalisé par Oliver Stone. Autre changement souhaité par Brian De Palma, c'est que le film se tourne en partie en studio pour avoir le contrôle de l'environnement, etc., plutôt que forcément dans les rues où c'est plus compliqué. Surtout, et ben que les associations de Cubains aux États-Unis, d'émigrés cubains, se sont opposées à la vision du film, se sont opposés au fait de faire le film parce qu'ils disaient, bah, ils vont donner une mauvaise image de nous, on va encore être mal vu, on va encore être critiqué, blablabla, blablabla. Donc ils se sont énormément opposés au fait de faire le film. Ce qui, au passage, devrait vous rappeler ce que je vous ai raconté pour Le Parrain. Quand Le Parrain a été fait, il y a aussi eu des associations italiennes, avec des petits trucs rigolos dedans, qui se sont opposées à la création du film. Bref. Donc, il est obligé... Donc, la plupart du film va se tourner en réalité en Californie, dans les studios, et ils vont essayer aussi de maquiller un peu certaines rues pour que ça ait l'air d'être à Miami. Il n'y aura que les 2 dernières semaines de tournage qui, elles, auront réellement lieu donc sur place, là où l'histoire se déroule, on va dire, à Miami. En ce qui concerne la préparation d'Al Pacino, il faut savoir que donc il va s'entraîner au combat au couteau, parce que justement son personnage utilise le couteau, on peut imaginer que la cicatrice vient de là, etc., etc. Donc il va s'entraîner au combat au couteau, il va évidemment prendre des coachs pour essayer de faire l'accent cubain, hein, qu'il va essayer d'imiter, mais il va aussi s'inspirer au niveau physique de différentes personnes, dont le boxeur Roberto Duran, et plus étonnant, de Meryl Streep dans le film Le Choix de Sophie. Alors, dans le sens où le personnage, c'est aussi quelqu'un qui immigre, etc., etc. Donc c'est à ce niveau-là qu'il va, on va dire, se fixer son attention sur l'interprétation de l'actrice Meryl Streep, qui est au passage une super actrice, donc c'est pas trop mal. Et une chose importante dans l'interprétation d'Al Pacino, c'est qu'il va aussi s'inspirer de Paul Muni dans le Scarface original. Quand on revoit le Scarface original après avoir vu ce film, on voit quand même qu'Al Pacino s'en est aussi inspiré. Il s'en démarque, mais il s'en inspire aussi beaucoup. Pour le rôle de Manolo Ribera, plus connu sous le nom de Manny Ribera, il faut savoir qu'un certain John Travolta avait dit peut-être qu'il y a quelque chose pour moi, je veux bien tourner là-dedans. Hein. Donc, on rappelle que John Travolta avait tourné dans le film précédent du réalisateur, donc Blowout. Donc voilà, il a essayé d'avoir le rôle. Mais celui qui aura le rôle, c'est un certain Steven Bauer de son vrai nom, Esteban Ernesto Echevarria Samson, qui lui est un véritable Cubain, né à La Havane, immigré. Donc, je vous le dis déjà, bon, tout le casting pratiquement, alors on va m'en trouver peut-être dans certains coins, mais dans les principaux du moins, hein, le seul véritable Cubain du film, c'est lui, c'est Manny Rivera. Donc, quand vous voyez le film, si vous vous demandez ce que c'est qu'un accent cubain, qu'est-ce que c'est de parler cubain, etc., etc., si vous avez besoin de quelqu'un qui s'en rapproche, eh ben c'est lui. Malgré tout, ne pas oublier qu'il a émigré en étant jeune, etc., et que ça crée aussi un fossé. Mais c'est quand même celui qui est le plus proche.
Steven Bauer, d'ailleurs, qui a été choisi pour le film dans les moments préliminaires d'un casting, c'est-à-dire il l'a vu, il a fait, était originaire de La Havane, vraiment, etc., etc. Il a dit, c'est le gars, il est parfait, puis il l'a présenté à Bergman, à Pacino et à De Palma, et puis tout de suite ils ont dit, ok, bah c'est lui, quoi, pas la peine de chercher plus, on a trouvé le mec. Donc Travolta, non, il n'a pas eu sa chance, vraiment pas du tout. Pour le rôle d'Elvira, interprété finalement par Michelle Pfeiffer, faut savoir que c'était pas gagné d'avance parce qu'Al Pacino était pas convaincu et Brian De Palma non plus. C'est Bergman qui a insisté pour que ce soit elle. Lui, il a trouvé qu'il y avait quelque chose, il s'est dit il faut que ce soit elle. Voilà, tout simplement. En ce qui concerne Marie-Elisabeth Mastrantonio, il y a une chose entre guillemets rigolote, pas pour elle, c'est qu'avant de faire ce film, elle avait travaillé avec Scorsese sur La Valse des Pantins. Seul souci, son rôle a été coupé au montage, donc elle fait dans ce film ses véritables débuts au cinéma. Une actrice qui, on le sait, aura eu sa période, hein, son petit succès, on peut parler de Abyss, je dis ça parce que j'en ai parlé sur la chaîne, il y a une vidéo, ou si, par exemple, Robin des Bois, Prince des voleurs, je vous dis ça parce que j'en ai fait une vidéo et j'en ai parlé sur la chaîne, voilà. Donc pour dire que c'est une actrice qui a quand même eu sa période, son succès, mais c'est vrai qu'elle a, à un moment donné, disparu, on n'a plus trop entendu parler d'elle. Sans doute dommage pour elle et peut-être aussi pour nous en tant que spectateurs. Le tournage du film se déroule entre le 22 novembre 1982 et le 6 mai 1983, à savoir que le film est sorti en fin d'année 1983. Et comme tout tournage, évidemment, il y a eu des soucis, une tempête qui a repoussé le tournage de certaines scènes, etc., etc. Et aussi une grosse blessure d'Al Pacino, hein, qui s'est brûlé à la main lors de la scène finale, ce qui l'a empêché de tourner pendant 7 jours environ. Scène finale, je pense que vous connaissez l'anecdote si vous êtes fan du film, il y a un certain Steven Spielberg qui est passé sur le tournage à ce moment-là, et justement, cette scène finale, ils avaient de la peine à la tourner, parce qu'à l'absence de Pacino, parce que d'autres difficultés, et du coup, Brian De Palma, il a proposé à Steven Spielberg de participer à la réalisation de cette scène, et donc, Steven Spielberg a travaillé sur Scarface, un tout petit peu sur cette scène, ce qui permettait d'ailleurs à Steven Spielberg de sortir de son image justement de grand enfant, et là de se lâcher à la violence premier degré, tout en restant discret et caché derrière sans casser son image de marque. Parlons un petit peu de la consommation de drogue sur le tournage. Alors, quand on demande à Brian De Palma s'il y avait de la drogue sur le tournage, celui-ci, il dit ni oui ni non. Il dit ah ouais, je sais pas ce que c'était. Je crois qu'à une époque on a essayé un truc, mais ça allait pas, blablabla. Enfin, il tourne un peu autour du pot, il donne pas de réponse définitive. Pourquoi? Parce que ça crée un mythe autour du film, de savoir est-ce que vraiment ils étaient coquilles, est-ce qu'ils étaient à fond dans le personnage, etc., blablabla. La réponse finale, on ne sait pas, mais voilà, si vous voulez, hein, pourquoi pas. Alors oui, ils auraient utilisé de la... C'est quoi? C'est de la poudre de lait pour bébé ou des choses comme ça, mais paraît-il qu'à force de le sniffer dans le nez, oh, ça devenait assez horrible, il y avait des petits soucis. Voilà, ils aiment jouer et entretenir la flamme de ce mythe, on va dire. Brian De Palma dira du tournage de Scarface que ça a été le tournage qu'il a fait qui était le plus long, le plus fatigant, etc. Avec celui de Mission Impossible, le premier du nom de la franchise que vous connaissez, oui, c'est vrai, j'en ai fait aussi une vidéo, comme ça vous pourrez aller voir tout ça, c'est génial. Une fois le tournage fini, ce n'est pas la fin des aventures, parce qu'il faut encore passer la censure. Alors si le film original d'Howard Hawks, lui, devait faire attention à ce qu'on appelle le code Hays, ben celui-ci, ben on est dans les années 80, tout n'est pas non plus permis, etc., d'un point de vue morale américaine. Et le film se prend un X, interdit aux moins de 18 ans, ne peut sortir que dans certaines salles, n'a pas le droit d'être montré avec l'affiche, blablabla, catastrophe pour un film comme ça, en plus avec une star comme Al Pacino, etc. C'est pas possible. Bon, il refait un montage, il le représente, bam, X à nouveau. Bon, ben, on remonte encore. Paraît-il que le souci, c'est lors de la scène de coup de feu, vous savez, dans le club, quand on essaye d'assassiner Al Pacino, il paraît que c'est le clown qui se prenait trop de balles. C'est cette scène-là qui, paraît-il, posait surtout le problème. Allez savoir pourquoi. Donc, troisième montage, et là, enfin, la commission accepte de lui mettre un X à nouveau. Et là, Brian De Palma, il dit, bon, on est en train de saccager le film, en fait, on va pas pouvoir l'exploiter. En fait, c'est un peu comme sur YouTube, vous savez, quand on est obligé de couper des trucs parce qu'ils nous embêtent et tout, que ça saccage des vidéos. En fait, c'est un peu pareil. Bon, bref, il s'est dit, on peut pas faire ça. Et donc, du coup, il a contacté des amis de la presse, des journalistes et tout ça, un peu à gauche, à droite, et il en a fait un scandale dans la presse pour mettre la pression sur ce comité. Et, du coup, le comité a fini par céder. Du coup, Brian De Palma, il se dit, bon, c'est le dernier montage, il s'est pris un X, autant donner le premier qui s'est aussi pris un X. Et donc, Brian De Palma nous dit que le montage que l'on a de ce film, que l'on voit partout, c'est le montage original, celui qu'il voulait. Il faut savoir que Scorsese a dit, écoute, ce que t'as fait, c'est cool, ça permet au film de sortir, mais par contre, sache que tu vas te faire
rejeté par l'Académie et tous ces gens qui gèrent les Oscars et tout ça. Et en effet, le film n'a pas été considéré aux Oscars, même s'il gagnera d'autres prix aux Oscars, il a mal été pris. Et d'ailleurs, lors de l'une des avant-premières du film, ou à la première, l'acteur Steven Bauer raconte qu'il était juste derrière, justement, Martin Scorsese, qui à la fin du film s'est retourné et lui a dit « Écoute, c'est génial, par contre, vous allez vous faire flinguer par la critique et tout ça, etc. » Et ça n'a pas manqué, Martin Scorsese a tout vu. Donc Martin Scorsese n'est pas lié au film, mais il est indirectement lié sur plein de petits points assez rigolos au film. En Europe, le film sera un petit peu mieux reçu d'un point de vue critique, mais il faut savoir que le film n'est pas non plus un film qui va cartonner au box-office. Il va faire ses entrées, et même aux États-Unis, c'est un film qui va gagner de l'argent, mais par rapport à ce qui était attendu, avec une star, etc., les ambitions qu'ils avaient, le film est plutôt une déception au box-office global. Mais, comme je vous ai dit, avec les années, le film a gagné des adeptes. Il a gagné des adeptes. Et je pense qu'avec la vente de VHS, de DVD, de Blu-ray, de tout ce que vous voulez, je pense qu'il a commencé à gagner beaucoup d'argent. Et c'est justement grâce au vidéoclub, hein, nous sommes dans les années 80, grâce au vidéoclub, grâce à tout ça, que le film va être vu, qu'il va se passer, qu'il y aura du bouche à oreille et que le film va atteindre son statut définitif, parce qu'il est canonisé, film. Le film est contemporain à l'époque à laquelle il se déroule. Ça veut dire que ce qui se passe dans le film se passe à l'instant présent, hein, d'une certaine manière, de quand il a été tourné, c'est-à-dire le début des années 80. Dans les années 80, nous sommes toujours en pleine guerre froide, ce qui explique cette opposition évidemment aux communistes et à Cuba qui étaient communistes, mais il faut aussi donc savoir que les États-Unis sont sortis d'une décennie, les années 70, alors c'était pas fixé par le nombre des années, on est bien d'accord, mais les années 70 ont été une période difficile pour les Américains, une période où financièrement c'était plus compliqué, où ils ont galéré, il suffit de voir les films des années 70 hein, au cinéma, les films américains, où on voit que c'était des films plus sombres, où le héros avait tendance à mourir à la fin, etc. Alors que lorsqu'on va arriver aux années 80, ce sera à nouveau la fête, les héros glorieux, etc., etc. Donc le rêve américain est de retour. Quand on travaille, on peut réussir. Mais travailler, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire mieux que son prochain, gagner plus d'argent que l'autre, trouver les moyens de faire que ça fonctionne, même si ça péjore celui-là. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On a une perte des valeurs traditionnelles que sont l'entraide, l'honnêteté, etc., au profit du profit. C'est-à-dire que maintenant, la seule chose qui compte, c'est de faire de l'argent, quelle qu'en soit la manière. C'est ça qui est maintenant mis en avant, et c'est ça les nouvelles valeurs. Les valeurs traditionnelles se perdent. Dans ce pays, il faut d'abord faire le fric. Et quand tu as le pognon, tu as le pouvoir. Donc, en d'autres mots, pour bien vivre, il faut avoir de l'argent, ce qui implique aussi autre chose. C'est que ceux qui n'ont pas d'argent vont essayer d'en avoir, absolument, et ceux qui n'y arrivent pas, ils vont essayer de faire semblant qu'ils ont de l'argent. Donc, ils vont s'habiller d'une certaine manière, ils vont prendre certains comportements, etc., etc. Ils visent vers le haut, quitte à délaisser tout ce qui se passe vers le bas, au niveau, évidemment, du manque d'argent, etc. Et ça pose un problème aussi pour ceux qui n'ont pas d'argent, les classes sociales basses, parce que, elles sont pointées du doigt, elles sont différentes, elles n'ont pas le même niveau, elles n'ont pas le même standing, elles n'ont pas de quoi s'acheter, etc., etc. Là, je parle de mon vécu assez rigolo de voir, en effet, quelque chose qu'on a dans le film, si vous vous souvenez, la scène où Tony de Montana arrive avec sa voiture, sa Cadillac, et le personnage d'Elvira, il fait... Dans ce truc-là, vous m'avez pas regardé. Lui, il fait... Pourquoi vous dites ça? C'est une Cadillac. Comme Corbillard, je la refuserais. Parce que, en fait, c'est un truc que j'ai vu et vécu de par des gens que je connais très bien. Les gens, entre guillemets, hein, que les choses soient bien claires, qui n'ont pas une classe sociale très élevée, pas spécialement beaucoup d'argent, eh ben, ils vont se faire plaisir à acheter des choses qui ont l'air de la haute, vous voyez, qui en jettent, c'est une marque, c'est un truc, c'est un machin. Et quand on arrive au pays, on est heureux, tout ça, on la montre à tout le monde. Moi, je me souviens, j'allais au bled, et puis tout le monde avait des Mercedes, parce que ça le faisait d'avoir une Mercedes. Mais ils avaient le pouvoir de s'acheter cette voiture, malgré toutes les difficultés. Donc ça veut dire que oui, ils avaient un peu plus d'argent, mais on a donc ce côté, on essaye de paraître, il faut qu'on ait l'air, il faut qu'on soit dans le mouvement. Et ça crée aussi une pression sociale pour en avoir ou pour faire semblant d'en avoir. Tony Montana est donc un immigré qui vient d'un pays communiste, donc ça veut dire où il ne pouvait rien faire, et là, il est libéré de ses chaînes pour pouvoir être à fond capitaliste. Alors c'est sûr que le personnage dans sa tête, il est très capitaliste. J'ai des mains faites pour l'or, elles sont dans la merde. Et il va
tout faire pour s'enrichir, absolument tout. Et en réalité, son succès monétaire, son succès social aussi, est accompagné d'une dégénérescence donc des valeurs et de toutes les notions traditionnelles, ce qu'on va retrouver d'une certaine manière dans la relation qu'il a avec sa sœur. Le personnage de Tony Montana n'est pas immoral dans le sens où il s'oppose à la morale, il est amoral dans le sens où il n'en a pas, il a la sienne. Et cette nouvelle morale est acceptée socialement. Elle est acceptée socialement par tout le monde. Tout le monde voit que cette direction-là est une direction non pas glorieuse, mais celle qu'il faut prendre actuellement, sinon vous êtes des vieux, des idiots qui n'ont rien compris à la vie. Le seul personnage du film qui a des valeurs traditionnelles à fond la caisse, c'est la mère de Tony Montana. T'as tué qui pour ça, Antonio? Maman! Oh, ça non, j'ai tué personne, maman. Non? Non. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Elle aussi est une immigrée. Alors le film n'est pas très clair pour savoir si elle a donc immigré dans la même vague, si elle est venue avant, etc., etc. Tony Montana dit des choses dans la toute première scène du film par rapport à ceux qui sont à la douane. Mais bon, est-ce que ce qu'il dit est vrai ou pas? Enfin voilà. Hein. On sait qu'il ment sur certains points, évidemment, puisqu'il dit que sa mère est morte. Mais est-ce qu'il y a une part de vérité? On ne sait pas. Enfin bref, quoi qu'il en soit, c'est le seul personnage qui est vertueux, qui refuse l'argent, qui vient de la vente de drogue, de tout ce qui est négatif. Elle, c'est quelqu'un qui travaille à l'ancienne, qui a des valeurs à l'ancienne, et on voit que les nouvelles valeurs attirent les plus jeunes, dans ce cas-là, donc Gina, la sœur de Tony Montana, qui elle, malgré tout, va se sentir attirée par ça, va accepter l'argent, etc., etc. Et le film pousse la chose plus loin, parce que par exemple, Tony Montana ne veut pas une nouvelle voiture de luxe, parce que ce qu'elle possède, ce sont des choses qui lui sont utiles, ce sont des choses qui vont lui servir. Et trouve-moi un de ces téléphones, tu sais, avec un brouilleur. Une chose pour brouiller. Une radio avec un scanner. Je le père, les soucoupes volantes, les trucs comme ça, tu vois. Non, c'est juste parce que il a la possibilité de les acheter. Quand il prend un tigre, c'est parce qu'il a la possibilité d'avoir un tigre. C'est la possession plus que l'utilité de la possession. C'est l'objet pour montrer ce que l'on a et la capacité à pouvoir se l'acheter plutôt que l'objet en lui-même. Donc en réalité, on se retrouve dans une espèce je vous laisse débattre là-dessus, dans une espèce d'énorme consumérisme qui est juste le résultat d'une réussite. Et en réalité, c'est l'argent pour l'argent et l'argent pour le pouvoir. On peut parler du personnage d'Elvira, qui est donc d'abord avec le personnage de Lopez, un trafiquant de drogue qui a de l'argent et qui ensuite change pour un autre qui a de l'argent aussi. Alors, ce n'est pas dit clairement, évidemment c'est un personnage qui est un peu une victime, hein, parce qu'elle est mal dans ses deux couples, mais elle change l'un et elle va avec l'autre. Pourquoi ? Quelles sont les caractéristiques de l'un et de l'autre qui peuvent l'intéresser? Alors oui, Tony Montana lui fait la cour, il la lui fait très bien, etc., etc. Mais il n'empêche qu'en réalité, elle sort avec globalement 2 fois le même mec. Elle n'arrive pas à se dire « Ah tiens, il y a quelque chose qui ne va pas ». Donc on peut dire aussi que son personnage est un personnage, alors je ne vais pas le simplifier simplement à elle est attirée que par l'argent, mais en tout cas, elle ne change pas, elle ne va pas chercher ailleurs. Qu'est-ce qui fait qu'elle reste avec des trafiquants de drogue, etc., etc., alors qu'elle le sait, elle le sait. Un peu comme ce que je vous ai dit avec la sœur. Elle accepte l'argent et le luxe de la drogue, hein, en tout cas, jusqu'à un certain point, puisque sur la fin, elle quitte Tony Montana, mais elle accepte tout ça. Donc ça veut dire qu'elle-même, elle s'enferme là-dedans. Et comme je vous ai dit, comme le film cherche à prouver que on peut avoir de l'argent, qu'on est en haut, etc., etc., on n'est pas en train de nous dire que cette femme va peut-être sortir avec justement l'employé, puisqu'elle dit elle-même « Je tiens à dissiper toute confusion. Je ne me tape pas le majordome. » Donc, le personnage d'Elvira, elle aussi, est dans cette spirale de « j'en veux plus, il faut que j'en ai ». Pourquoi tu te dégotes pas un boulot, n'importe quoi? Fais quelque chose, bosse à l'hosto. Aide des mutilés. Et regardez d'ailleurs comment Tony Montana considère Elvira. Elvira, la seule chose qu'il lui dit, c'est qu'elle est belle. Il lui dit juste « tu es belle ». Vous avez un problème, poupée, vous avez un problème. Vous êtes très jolie. Vous avez un beau corps, des belles jambes. Un beau visage. Merde, les gars, ils sont amoureux de vous. Apparence physique externe. Donc, il a envie de la voir parce qu'elle est belle. Pression sociale d'une personne qui a envie d'avoir une jolie femme, tout simplement. Parce que ça le fait d'avoir une jolie femme. C'est socialement bien vu, ce qu'on appelle la preuve sociale. Donc, il a envie d'avoir une jolie femme. Donc, il lui dit juste « tu es belle ». Et, comme on le voit dans le reste du film, c'est juste un objet. C'est un objet comme une voiture, comme autre chose. D'ailleurs, autre chose qui prouve que ce personnage-là d'Elvira est intéressante à posséder, c'est que c'était la femme du chef précédent. Donc c'est la preuve que cette femme-là, c'est une femme de luxe. Mais je dis une femme de luxe, comme je pourrais dire une montre de luxe. Donc en réalité, Tony Montana, en s'appropriant cette femme, il s'approprie d'une certaine manière la montre de luxe du patron précédent. Pour lui,
le personnage d'Elvira n'est qu'un objet de possession en plus pour une question de vision et de ressenti social. Nous avons les banques, hein, on voit que la banque accepte de blanchir l'argent à tout sourire. Après, au bout d'un moment, il y en a beaucoup, alors peut-être qu'il faut faire attention, puis j'augmente des taux, etc., etc. Mais la banque, qui est censée être le symbole hein, de l'économie d'un pays, accepte l'argent sale. Et le film est très clair là-dessus. On a des flics corrompus, on a la banque qui accepte l'argent sale, bla bla bla. Il y a même des scènes coupées, enfin qui n'ont pas été gardées finalement, qui elles aussi mettaient en avant tout ça. Donc en fait, ce qui est horrible, c'est que même le gouvernement qui fait semblant de se battre contre la drogue, la guerre contre la drogue, comme ils appelaient ça aux États-Unis, même ce mouvement-là, en réalité, il accepte indirectement tout ce système économique caché, underground, parce que l'argent, c'est l'argent, et l'argent, c'est le maître mot. L'argent est la chose qui dirige. Ce n'est pas la religion, ce ne sont pas les valeurs traditionnelles, c'est l'argent, encore une fois. Et le gouvernement en fait totalement partie. Vous avez déclaré que les États-Unis dépensent des milliards de dollars pour éliminer la toxicomanie dans leur ville. Il se trouve que, conjointement, nous passons des marchés avec justement votre gouvernement, qui, lui, inonde nos cités de cocaïne. Et un truc intéressant à ce niveau-là, c'est le début du film, lorsque Manny et Tony sont contactés pour tuer un gars issu de Cuba, hein, que Fidel Castro ne voulait pas, mais que les États-Unis non plus ne veulent pas. Alors, on apprend qu'en réalité, c'est Lopez qui est là derrière et tout, mais on voit que la première chose que fait Tony Montana aux États-Unis pour s'intégrer, pour avoir sa green card... Ah, c'est joli. C'est déjà de tuer quelqu'un. Et donc, le premier contact, intègre-toi, quitte à faire des choses négatives. Et donc, là, encore une fois, c'est pas dit directement, mais qu'est-ce qui nous dit que le gouvernement n'est pas totalement impliqué là-dedans? Le personnage de Tony Montana est un personnage tellement fort, tellement ambitieux, qu'il arrive à avoir tout ce qu'il a toujours rêvé. Enfin, à peu près, parce qu'en réalité, son rêve, ce n'est pas d'avoir ça à tel point, c'est d'en avoir toujours, toujours, toujours plus. C'est la différence avec le personnage de Franck, hein, Franck Lopez, qui lui, justement, dit... bah non, moi je suis arrivé à ce stade, ça va bien, on fait un peu de business, on fait attention. Et ceux qui veulent le grand chelem, les chicas, champagne et frimes, eux, ils dégagent. Mais lui, non, il en veut toujours plus. Donc oui, il y arrive, mais à un moment donné, il va trop loin, il dérape, il sort finalement de la bulle dans laquelle il était, dans ce système économique, jusqu'à devenir dérangeant pour certains, jusqu'à aller beaucoup trop loin, jusqu'à exploser. Il y a des gens, je ne dirais pas, qui voient Tony Montana comme un symbole de réussite. Je pense qu'ils n'ont pas dû tout comprendre aux subtilités du film, surtout qu'après on va revenir sur un petit point précis. Alors oui, j'avoue que le film est, comment dire, euphorisant dans son côté Rise, surtout quand on a la partie Pushing to the Limit, la partie chantée, franchement, c'est super cool. Et il y a vraiment quelque chose de fort, de te dire, oui, je peux y arriver, etc., etc. Ça, c'est un truc très américain, ils vendent plein de livres pour comment gagner de l'argent, comment faire ci, comment faire ça, comment devenir milliardaire sans avoir fait des études, blablabla. Il y en a des millions. Et en fait, Scarface s'inscrit dans ce mouvement-là, et il est fait de manière à ce que le spectateur aussi ressente ça. Et ensuite, on a donc la déchéance. Et donc, en réalité, le spectateur qui croit voir dans le personnage de Tony Montana quelque chose d'inspirant, quelque chose de bien, quelque chose qui te pousse vers le haut, en fait, il tombe dans le piège du film. Parce que le film est fait pour que, justement, tu aies quand même un peu envie d'être du côté de Tony Montana, de sa réussite, etc., etc. Mais en réalité, en faisant ça, il est en train de te pointer du doigt et de te montrer tes propres erreurs. Donc les miennes aussi, hein, que les choses soient bien claires. Donc les propres erreurs des spectateurs qui regardent ça et qui se laissent prendre à ce jeu-là. Parce que en croyant que c'est une réussite, etc., que c'est un symbole de réussite, en réalité, ils sont en train de se laisser séduire, comme Gina, par tous les défauts de ce système-là. Vous prenez pour qui? Des bons? Vous êtes pas bon. Depuis que je suis en train de parler sur cette partie, vous êtes peut-être en train de vous dire, bon là, il est en train de donner son avis. Hein. Non, non, je parle de ce qu'il y a dans le film, évidemment. Parce que, je vous rappelle, qui est Oliver Stone hein? Oliver Stone, c'est un réalisateur et un scénariste très politisé, hein, son JFK, qui critique un tout petit peu les États-Unis et les manigances par derrière. Bref, c'est quelqu'un qui a été très critique sur les États-Unis hein, dans ses différents films et scénarios. C'est quelqu'un qui, au début des années 2000, a fait un documentaire sur Fidel Castro, où il l'a rencontré pendant plusieurs jours pour lui faire une interview. Et il a été accusé, d'ailleurs, par certains, d'être un peu trop proche de Fidel Castro, qui serait un de ses potes, un petit peu trop, peut-être aussi, un petit peu trop proche de certaines visions. Enfin bref, c'est quelqu'un qui
qui, moi, je trouve intéressant parce que justement, il vient gratter certaines zones un petit peu compliquées des États-Unis, et il en faut des comme ça. Mais du coup, oui, il a été critiqué pour ça, et peut-être pour avoir une vision un petit peu trop castriste des choses. Et par conséquent, c'est un scénariste qui a un point de vue politique sur la chose. Clairement, clairement, très clairement. Ça, c'est sûr. Et donc, quand il fait le scénario de Scarface, il met évidemment des opinions qu'il a lui-même de la chose. Donc ce n'est pas juste une vision d'une personne qui regarde le film et qui est capable de voir ce qui se passe, hein, parce que c'est assez évident, mais c'est aussi, quand on connaît qui est derrière, que c'est clairement dans cette direction-là que ça va. Il n'y a pas trop de discussion sur le sujet. Pour la petite histoire, De Palma, lui, a dit que si Oliver Stone, lui, voulait faire quelque chose de politique, lui, en tant que réalisateur, il voulait juste faire un film de divertissement. C'est aussi une manière de se laver les mains de tous les soucis et de toutes les polémiques qu'il peut y avoir avec. Donc pour finir, Scarface, c'est en réalité une fable morale qui juge peut-être les personnages, mais plus que les personnages, il juge l'environnement dans lequel sont ces personnages qui les poussent d'une certaine manière à agir dans cette direction. Mais il ne les pousse pas par obligation, il les pousse par appât du gain, par envie, par séduction. Donc en réalité, c'est de ça que parle le film Scarface. Le film pose donc une question existentielle presque. Quel est le prix du pouvoir? Combien coûte le pouvoir? Alors évidemment, le prix du pouvoir d'un point de vue économique, à partir de combien d'argent est-ce qu'on en a le pouvoir? Pas juste le pouvoir d'acheter, mais évidemment aussi celui d'avoir la sympathie de tout le monde, parce qu'évidemment on leur donne du fric. Mais à partir de quel moment on a assez d'argent? À partir de quand on a assez d'argent pour se payer le pouvoir, pour l'acheter le pouvoir? Mais aussi, quel est le prix du pouvoir d'un point de vue mental? Qu'est-ce qu'il faut être prêt à payer de sa personne? Qu'est-ce qu'il faut être prêt à abandonner, à perdre de son humanité pour avoir le pouvoir? Revenons un petit peu sur la dualité Al Pacino-Tony Montana. Lorsque j'ai fait la partie, on va dire, making-of du film, vous avez vu que Al Pacino n'est pas juste un acteur dans le film, c'est pas juste un acteur star pour lequel on a déroulé le tapis rouge, c'est lui qui a choisi le film et plein d'autres choses. Donc en fait, c'est clairement un film pour lui, et même en grande partie par lui, même si évidemment c'est De Palma le réalisateur. Donc on est vraiment face à un Al Pacino show. Vous vous dites, ça c'est un mauvais garçon. Hein, c'est son spectacle, c'est lui qui se met en scène. Alors, évidemment, ça a un intérêt pour voir comment les autres ont été sélectionnés, les autres acteurs, et qu'on voit que vraiment tout a été fait pour tourner autour de lui. Mais, ce qui nous intéresse là maintenant tout de suite, c'est surtout le fait que le personnage, donc, de Tony Montana est un personnage haut en couleur, qui part dans tous les sens. Hein. On peut trouver ça ridicule. Et il y a des gens qui ont trouvé ça ridicule. Est-ce qu'ils ont tort? Bah, pas forcément. Je vous ai déjà expliqué que le génial et le ridicule sont en réalité tout proches. Parce que sinon, on fait quelque chose de moyen, de normal, dans la norme. Et là, Al Pacino a décidé d'aller beaucoup plus loin, d'aller dans l'excès. Et cet excès, chacun son point de vue, vu que le film est culte, je pense que beaucoup le trouvent génial, je fais partie de cela, je vous l'avoue. Donc, il fait quelque chose qui est assez impressionnant d'un point de vue acteur, mais pas juste d'un point de vue acteur, dans le sens voix, visage, pleurer et tout ça. Il a une gestuelle qui est absolument incroyable, une gestuelle qui dégage tellement de choses à l'écran, qui est, j'ai envie de dire, absolument culte, une gestuelle qui est culte. Là, comme ça, en comparaison, l'autre exemple qui me passe en tête, c'est Bruce Lee. Vous voyez, hein, Bruce Lee, c'est aussi un personnage qui a une gestuelle super culte. Bon, là, j'ai mal fait, mais vous avez compris l'idée. C'est-à-dire que Tony Montana, même dans la manière de bouger, il dégage quelque chose. Par exemple, quand il s'assied toujours comme ça, de manière hyper vautrée, les jambes, on va dire en avant, hein, les jambes écartées, parce que évidemment, comme le dit le personnage, il est un peu guidé par ses entrejambes, donc il met ses entrejambes en avant. Ça, c'est déjà une chose. Mais surtout, ce qui est intéressant avec cette posture, c'est que c'est une posture qui rappelle son origine modeste, un gars qui sait pas se tenir, c'est pas un gars de la haute, c'est pas un type qui est là, oui, c'est pas un gars maniéré, c'est un gars qui ne sait pas se tenir. Et pourtant, dans cette posture, il n'est pas ridicule. Au contraire, il dégage une présence et un charisme, un côté justement dangereux, un côté je suis là mais je sais qui je suis très fort dans ma position. Et ça c'est très fort parce que ça vient évidemment de la mise en scène, comme on le filme, est-il plus petit, plus grand que, mais ça le met aussi dans une position où il est sûr de lui.
Voilà, tout simplement. Et ça, par exemple, c'est un truc excellent. Alors oui, ça peut arriver que dans une scène ou l'autre, il y a un personnage qui soit au-dessus. Ça arrive aussi. Quelqu'un qui est assis plus droit, tout ça pour lui montrer que je suis un peu au-dessus. Mais cette position est faite souvent dans le film pour montrer qu'il est très en confiance. Et c'est incroyable. Il y a aussi un plan vers la fin du film, hein, lors de l'assaut, où il est avec sa mitraillette, où il est comme ça, jambes écartées. Alors évidemment, le sous-entendu, comme je vous ai dit, de l'entrejambe, tout ça. Mais ce sont des positions qui sont hyper iconique, hyper marqué. On peut aller même plus loin, pour parler autre chose que des entrejambes, lorsqu'il danse avec Elvira. Il danse mal, il a l'air ridicule comme il danse mal, mais ça rappelle encore, comme je vous ai dit, ce côté origine d'un milieu social pas très élevé d'un point de vue social, justement, et il est là quand même, il est présent, il dragouille, il a peur de rien, et il s'assume, et en plus, qu'on le veuille ou non, évidemment, le charisme d'Al Pacino, tout ça, ça aide. Il est là et il est honnête. On peut dire ce que l'on veut du personnage de Tony Montana. Alors, il est honnête. Non, même si... Moi, j'ai dit toujours la vérité. Et même quand je mens, c'est vrai. Bien sûr. Mais il est honnête dans le sens où il ne se cache pas. Il dit ce qu'il pense, il fait ce qu'il pense, il ne cache rien, il va d'un point A à un point B, il est 100% lui-même à 100%, 100%, il est 100% lui-même à 100%, wouh, elle est pas mal ça. C'est quelqu'un qui n'a aucun, qui ne cache rien, il est presque, comme j'ai dit, honnête dans sa direction malhonnête ou illégale des choses. Et tout ce que je vous ai expliqué là sur la gestuelle, en réalité, c'est quelque chose qui est le reflet de l'interprétation au niveau du texte, donc du scénario, et de l'interprétation, l'accent et les insultes qui font justement immigrer, qui font quelqu'un qui est issu d'un milieu social plutôt bas, etc., etc., mais qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui rentre dedans, qui est énergique et qui ne se laisse pas aller. Et donc, ce qui est très très fort, et c'est pour ça que je vous l'ai raconté à l'envers, c'est que c'est une interprétation d'acteur complète qui passe par le visage, par les mots, ça c'est le scénario, par la manière de bouger, etc., etc. Le personnage est construit de A à Z de manière assez étincelante, de manière grandiloquente, certes, ce qui pourrait faire sortir des gens du film, ça peut gêner des gens, certes, mais, comme je vous ai dit, le génial est pas loin du ridicule, et pour moi, là, on est clairement dans le génial. Puisque l'on est sur le personnage de Tony Montana, il faut quand même qu'on essaye d'évoquer une scène qui est un petit peu particulière et qui va nous permettre de parler de plusieurs choses. La fameuse scène qui fait tout basculer dans le film, la scène où le personnage de Tony Montana refuse de tuer des enfants, ce qui va précipiter sa chute. Alors, on va d'abord aller sur 2-3 soucis que pose cette scène, parce que la première fois qu'on regarde cette scène, il se peut qu'on se dise « Waouh, mais ça sort d'où ça ?» Je veux dire, Tony Montana est implacable tout le long, puis tout d'un coup, « Ah, il y a des enfants. Non, je ne tue pas des enfants. » Ça sort d'où? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va répondre à cette question, à savoir que Brian De Palma a aussi répondu à la question, donc on va voir ça. Mais il y a aussi une autre question qui pour moi se pose quand on regarde cette scène la première fois, c'est ils avaient vraiment besoin de Tony Montana, donc le baron de la drogue américaine, à ce moment-là, le gars le plus puissant. Ils avaient vraiment besoin de ce mec-là pour conduire une voiture et se maintenir à une certaine distance d'une voiture. Il fallait absolument que ce soit Tony Montana qui fasse ça. Enfin bon, bref. Alors, on va aller par étapes et on va voir qu'on a des réponses un peu à ces questions. Alors, on va commencer justement par le « est-ce qu'on avait besoin que ce soit Tony Montana ?» Alors évidemment, quand il va en Bolivie, ce cher Alejandro Sosa, il lui dit « écoute... » Tu as un problème, Tony. Nous avons un problème. Si tu nous aides à résoudre le nôtre, eh ben on t'aide à résoudre le tien, puis ça tombe bien, parce que sinon on a un problème, on peut plus te fournir, etc., etc., donc très bien. On a besoin d'aide. Jusque-là, très bien. Il lui dit, tu te souviens de lui? C'est un tueur, blablabla. Mais il ne connaît pas notre langue. Et il serait un peu perdu aux États-Unis sans personne. Donc, on peut imaginer que dans le film, il y a une ellipse, évidemment, hein, des choses qu'on n'a pas vues, sur le fait que il y avait besoin de quelqu'un qui parle anglais pour aller le chercher à l'aéroport, ou peut-être pour le faire rentrer dans le pays légalement, et une fois qu'il est là-bas, etc., l'emmener pour qu'il puisse faire son coup. Ok, jusque-là, il y a une explication de pourquoi est-ce qu'il a besoin de Tony Montana pour faire ça. Tout simplement. Déjà, juste pour organiser l'attentat. Pourquoi je dis ça? Parce que la scène finale, on voit que Sosa est capable d'envoyer une armée de tueurs. Donc, faire rentrer quelqu'un illégalement, machin, avec des armes sur place et tout, ça, il est totalement capable de le faire. Donc bon, on a une petite explication.
pas la meilleure du monde, mais ok, il parle pas la langue. Parce que Sosa, avec tout ce qu'il a, tous les hommes de main qu'il a et tout, il n'en a pas un qui parle assez bien anglais juste pour se débrouiller pour rentrer dans le pays. Je ne sais pas. Si c'est de manière illégale, je pense qu'avec tout ce qui fait rentrer de manière illégale aux États-Unis, le monsieur, il pourrait faire rentrer cette personne. On ne sait pas. Mais bon, on peut trouver une explication qu'il a besoin de quelqu'un sur place qui parle anglais, blablabla. Ça donne une petite explication, même si je ne suis pas totalement convaincu par la chose. Maintenant, le fait que ce soit Tony Montana qui doive conduire la voiture. Pourquoi lui? Parce qu'ils l'ont demandé, parce qu'ils ont besoin de quelqu'un de confiance, quelqu'un qui soit dans le caca et qui justement va obéir aux ordres, etc. Encore une fois, il y a une explication, peut-être pas la plus marquante et la plus réussie. Par exemple, pourquoi ce serait pas Manny, hein, pour donner un exemple. Ah, parce qu'on a besoin que ce soit Tony Montana lui-même, etc., etc. Bon, on trouve des explications, elles sont un peu tarabiscotées, mais bon, on arrive quand même à trouver quelque chose qui explique qu'on en arrive là, même si je trouve que c'est un petit peu gros et exagéré. Mais ça, c'est pas trop le gros problème pour moi. Le vrai problème, c'est pourquoi tout d'un coup, Tony Montana refuse de tuer des enfants. Hein, c'est horrible, hein. C'est pas qu'il en a tué avant, hein, donc ça veut dire qu'il y a peut-être des choses qu'on n'a pas vues hors champ, des choses qui ont été coupées, des parties de scénario qui ont été enlevées. Ça, on ne l'a pas vu. Mais pourquoi est-ce que Tony Montana se dévie de sa voie royale du bénéfice pour aller vers l'humanisme tout d'un coup? C'est ça la question. Pourquoi tout d'un coup ça arrive là? Alors, plusieurs choses. Premièrement, Tony Montana est dans sa phase descendante, ça c'est sûr. Ça veut dire que il est déjà un petit peu en train de consommer un petit peu trop ses propres produits, il est déjà plus tout à fait en forme globalement. Ensuite, on rappelle que dans la voiture, il n'y a pas que des enfants, il y a aussi la femme. Il y a la femme et les enfants. Et qu'est-ce qui vient de lui arriver à Tony Montana? Il vient de se faire jeter par Elvira. C'est fini entre nous. J'en ai ras le cul de toute cette merde. Il vient de se faire jeter par quelqu'un qui représente une forme de réussite sociale, comme on l'a vu. Donc, il vient de perdre, il vient d'être déclassé un peu socialement d'une certaine manière, et ça l'énerve. Qui plus est, il y a la pression sociale pour lui, pour Tony Montana, d'avoir des enfants. Ça aussi, c'est symbole, avoir une famille, machin, truc bidule, hein. D'ailleurs, même Sosa, dans la scène où il explique son plan, il l'accueille en lui demandant « Dis, mais quand est-ce qu'un autre Tony va te remplacer, hein? Je me suis mis à l'ouvrage, tu sais. Alors, double les cadences, Tony. Hein. Donc, il y a cette pression sociale que Tony Montana a perdu aussi. Donc là, à ce moment-là, il est plus en forme, il est un petit peu, et en ce qui concerne le sujet de la femme et des enfants, il est un peu à fleur de peau, ce qui explique déjà la chose. En ce qui concerne les enfants, il y a juste une petite scène dans le film où il s'assied avec des enfants pour dire « Regarde, le monsieur là-bas, il va tirer la langue ». Ça n'apporte pas grand-chose, et c'est tout. Mais bon, là on a une explication de pourquoi est-ce qu'il est un petit peu à fleur de peau, et pourquoi est-ce que justement il peut partir en cacahuète sur cette scène à ce moment-là. Après je vous dis autre chose. Autre explication que l'on peut trouver, c'est que les Boliviens utilisent Tony Montana comme un larbin. Ça c'est intéressant. Depuis le moment où justement où Tony Montana retourne voir Sosa et qu'il y a tous les gens autour, il est là, mais il n'est pas considéré comme quelqu'un de la haute. Ce sont des gens qui se considèrent comme étant plus hauts que lui. Et dans cette scène, on a ce tueur qui est un homme de main, hein, rien de plus, qui lui donne des ordres. Muévete! Tu vas la fermer maintenant! Et on sait que Tony Montana, ça c'est pas tout à fait ce qu'il aime. Donc on peut aussi comprendre, si on rajoute tout ça dans notre potage qu'on est en train de mélanger, là, on rajoute le fait qu'il est en train de recevoir des ordres d'un nobody, hein. Pour qui est-ce que tu me prends? Tu me prends pour une petite merde comme toi? Eh ben, que ça l'ait énervé et que du coup, il a eu envie de lui tirer dessus en mode t'es qui, toi? T'es qui pour me parler comme ça? Donc, tout ça mélangé donne une explication assez correcte. Maintenant, il y a l'explication de Brian De Palma qui ne vient pas contredire ce qu'on vient de dire. Brian De Palma, il dit juste qu'en réalité, c'est le seul moment du film où le personnage est à nouveau touché par l'humanité. C'est le moment où il refuse de suivre cette voie, justement, où on laisse toute morale de côté, pour reprendre un peu d'humanité, et que c'est justement le fait d'avoir repris ce moment d'humanité, et non pas d'être resté sur son truc justement implacable et totalement déshumanisé, qui va le faire chuter. Et c'est tout ce qu'il explique. Donc, comme vous l'avez remarqué, son explication colle avec l'explication qu'on vient de donner. C'est déjà ça. Donc la scène garde toujours un petit aspect où on peut un peu se poser les questions de pourquoi Tony Montana, mais globalement, à l'arrivée, si on réfléchit bien, la scène se tient quand même.
Parlons un petit peu de Manny Ribera, qui est le bras droit de Tony Montana, son grand pote, qui l'accompagne un peu partout. Et d'entrée de jeu, on comprend qu'il est, un peu moins intelligent que lui, hein, quand ils sont dans le bus en train d'être amenés au camp, et puis que Tony Montana lui dit « Je t'avais dit de dire ça, pas de dire ça ». On comprend tout de suite, on a à peine un dialogue, que c'est Tony Montana qui commande, et que l'autre est un petit peu moins futé que lui, qui se perd un petit peu. Mais le personnage de Manny Ribera, c'est celui qui va quand même avoir une voix de la conscience pour Tony Montana. Plusieurs fois, il va lui dire « Calme-toi, Dis pas ça, merde. ne fous pas le bordel ». Merde, c'est le boss qui se l'a fait. Attention. J'emmerde le Qu'est-ce qu'il boss, va compris. faire? Il va Merde me tuer. le boss, je lui... Il va essayer un peu de le calmer. Et ça, c'est un personnage intéressant. C'est que il est une autre vision, une petite variante de Tony Montana qui n'a pas l'extravagance du premier, bien qu'il a aussi ses petits trucs, hein, c'est aussi un gangster et tout ce qui va avec, mais il n'a pas cette extravagance. Et dans la deuxième partie, beaucoup plus, ça va se ressentir, ce côté, Tony, t'es en train de partir en cacahuète. Mais par contre, il a commis quand même une grosse erreur, vu le cerveau qu'a Tony Montana, de pas lui dire qu'il avait une relation avec sa sœur, hein, ça quand même, il aurait pu le lui dire, ça aurait peut-être évité des petits quelque chose, même si pas forcément, vu ce qu'il a dans la tête, le monsieur Montana. Ce qui nous amène à la relation entre Gina et Tony. Alors, Tony voit sa sœur comme une petite sœur, c'est pour ça que quand il la voit, il lui fait des cadeaux et tout. D'ailleurs, quand ils se retrouvent pour la première fois chez maman, quand ils se prennent dans les bras et tout, il y a un côté un petit peu, quand on voit tout ce qui se passe après, on peut sentir des petites choses un peu... C'est un petit peu plus que simplement « je t'ai pas vu depuis longtemps, mon frère », etc. Surtout de la part de Tony, évidemment, parce qu'on sait que c'est lui. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que Tony Montana, c'est peut-être le seul personnage avec lequel il n'a pas une relation de possession pour une question d'ascension sociale monétaire. Il la voit comme sa petite sœur, comme quelqu'un, comme une personne qui est pure, un peu comme si il pouvait l'empêcher de devenir lui, et que lui, par son argent, il va justement l'aider sans qu'elle ait besoin de faire tout ce qu'il fait, même si lui, en fait, il n'en a rien à cirer de prendre la voie qu'il prend. Donc il y a vraiment cette vision-là, et justement cette relation qui dépasse les limites, un peu trop, justement, et qui viennent souligner, au passage, s'il y a un doute, que le personnage de Tony Montana n'est pas très bien dans sa tête, hein, s'il y a un petit doute sur le sujet. Mais c'est intéressant de voir que c'est une des rares relations qui n'est pas liée à ce côté ascension sociale. Même avec sa mère, il revient vers sa mère en mode « j'ai de l'argent », c'est un peu l'inverse de la parabole du fils prodigue, « je pars riche et je reviens pauvre », là, si je pars pauvre, je reviens riche, accepte-moi. Avec la sœur, évidemment, il lui donne de l'argent et il lui fait plaisir. Il y a une relation qui est purement différente. Il y a autre chose, et c'est cette force de la famille, mais un petit peu trop marquée. Il a peut-être qu'il a trop vu le parrain quand il était jeune, et il s'est dit la famille c'est important. Un petit peu trop, peut-être. Un petit mot sur la mise en scène du film, mais vraiment un petit mot, parce qu'en réalité, ce film, faudrait analyser scène par scène. Donc en gros, ce que je vais juste vous dire, c'est que, évidemment, le film est très bien réalisé. Mais ce que le réalisateur arrive surtout à faire ressortir, en plus de ce qu'on a déjà raconté, c'est ce côté enfer ou paradis, qui sera d'ailleurs repris dans la série Miami Vice, hein, donc de flics à Miami. Si on regarde le film, au début, il commence comme un documentaire. C'est une manière de l'ancrer dans le réel, pour ensuite le sortir du réel pour le faire aller dans des extrêmes. Est-ce que ces extrêmes sont irréels? Là est la question. Bon, j'avoue que moi, le milieu de la drogue de Miami, je connais pas trop, mais en effet, la violence existe. La violence, c'est quelque chose qui existe. Et donc, le film s'ancre là-dedans pour ensuite nous faire ressortir la violence au visage. Une chose que fait beaucoup le film, comme je vous ai dit, c'est nous faire ressentir la violence au paradis. Une des premières choses que l'on voit dans le film, c'est le camp de réfugiés. Alors, en effet, le camp de réfugiés des Marielitos, comme on les appelle, se situait sous une autoroute. On peut imaginer que c'était assez catastrophique, entre autres au niveau du bruit, ça devait être assez catastrophique. Quand on voit ce camp de réfugiés, on voit qu'il y a du monde partout. On se dit que c'est pas très agréable. Mais regardez comment c'est filmé. On arrive sur l'autoroute, on ne sait pas ce qu'on va voir, et on descend. Et quand on descend, on a un peu l'impression que ce camp de réfugiés, entre guillemets, ça ressemble un peu à un camp de vacances. Les gars ont l'air d'être plutôt bien dedans, il y a du monde certes, mais ça joue au basket. Donc le film joue constamment sur ce double ton. Violent, pas violent, on peut aller plus loin, et tout simplement la scène d'après, donc devant ce fameux restaurant, le Little Havana, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord cette peinture. Qu'est-ce qu'on a? Le paradis. Ça dézoome, et on a Little Havana Restaurant. Donc ce n'est déjà plus la réalité, c'est une devanture d'un restaurant. Donc déjà, pam, on recule d'un cran par rapport au paradis. Ensuite, on a le son qui rentre en ligne de compte, et on entend des bruits de couverts. Donc on se dit, ah, les personnages sont dans le restaurant.
Et on recule encore, et qu'est-ce qu'on voit? On voit finalement que Tony Montana et Manny ne sont pas dans le restaurant, ils sont dans la rue enfin, c'est en train de regarder les gens qui vont manger dans le restaurant. Donc on a comme ça un recul à chaque fois du paradis, à chaque fois on est un peu plus expulsé du paradis pour se retrouver avec les personnages. Et ça, c'est très bien fait. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver à d'autres endroits. Par exemple, la scène où Tony Montana va tuer son chef, Lopez. Cette scène a quelque chose qu'on voit dans une scène précédemment, c'est ce mur lui aussi qui représente une forme de paradis exotique, soleil et tout ça. Et on voit que l'entrée dans cette salle se fait à travers une porte qui est dans ce mur. Ce qui veut dire que ce mur n'est qu'une façade, duquel on peut passer derrière. Et derrière, il y a quoi? Bah justement, les trafiquants de drogue et compagnie. Et donc, on a ce décalage entre image paradisiaque, qui n'est pas la réalité, et devant des gangsters qui parlent et qui s'entretuent. La chose va encore plus loin, pour donner un autre exemple, dans la fameuse scène de la tronçonneuse. Alors déjà, première chose, et première, entre guillemets, originalité du film, le meurtre, le truc horrible, se passe en plein jour, à la lumière du jour. Ensuite, on a donc justement l'horreur qui se passe dans la salle, hein, à la tronçonneuse, c'est un truc très gros, c'est très violent, et on a cette caméra qui va sortir par la fenêtre, qui va arriver sur des palmiers, qui va descendre sur Manny en train de dragouiller une demoiselle en maillot de bain, pour ensuite revenir par la fenêtre et revenir dans l'horreur. Et là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que l'horreur, elle est à nouveau juste derrière la façade. Que la façade est belle, mais que derrière, c'est une catastrophe et c'est ultra violent. Et finalement, le film va faire ça tout le temps, aussi en ce qui concerne le luxe, puisque là, on aura peut-être moins besoin de le montrer comme ça, mais le luxe est aussi la façade belle de l'horreur qu'il y a derrière. Et donc, justement, de cette critique que je vous ai expliquée précédemment. Le film est construit comme ça, tout le temps, tout le temps. Et c'est ce qui donne au film ce côté un peu opératique, cet opéra de la violence, ce côté séducteur, cool, ambiance, soleil et ultra-violence et excès, tant du personnage que de ce qui se passe à l'écran. Pour la musique, on a demandé à l'italien Giorgio Moroder de s'en charger, lui qui est un spécialiste de tout ce qui est musique électronique, synthétiseur, et qui va nous pondre des musiques assez étranges, comme à son habitude, on va dire, parce qu'il a cette capacité à faire quelque chose d'intéressant. La musique que l'on entend à l'intro, et que l'on entend à d'autres moments du film, elle a quelque chose déjà de très marqué de son époque, hein, ça c'est cool, parce que vu que le film est lui-même très marqué de son époque, c'était pas forcément voulu, même si par rapport à l'original de 1932, oui, eh ben, ça renforce ce côté, ce côté, on va dire, années 80. Donc c'est très marqué. Et cette musique, elle a quelque chose de lent, un peu de sombre quand même, de très sombre, quelque chose un peu de planant comme ça, qui fonctionne très très bien. Mais il n'y a pas que cette musique, hein. Il y a aussi d'autres musiques. Il y a entre autres la fameuse Pushing to the Limit, donc toujours composée par Moroder, hein, et avec une autre personne pour le chant, etc. Qui elle est une musique super cool, encore une fois assez marquée de son époque. Là, ça demanderait donc de parler du montage musical. Hein. D'ailleurs, on va le faire hein, tout de suite après. Mais là aussi, ça dégage une énergie qui colle parfaitement à l'ambiance de la chose. Alors évidemment, il y a eu d'autres musiques un peu typées 80s, années 80, FM. On peut entre autres citer Rush Rush. Et pour la petite histoire, les producteurs du film, voyant le succès du film dans le milieu du hip-hop, ils se sont dit ce serait bien de refaire le film et de changer toutes les musiques et de mettre du rap à la place. Brian De Palma a toujours refusé, et à mes yeux, il a raison. Calmez-vous tout de suite, c'est pas une question de goûts musicaux. C'est pas une question de je préfère le rap ou la country ou j'en sais trop rien. Non, c'est pas ça. C'est une question que si le film a plu même au milieu du hip-hop avec ces musiques-là, bah laissons-le comme ça, surtout que c'est comme ça qu'il a été pensé, etc., etc. Qu'une version alternative puisse exister, pourquoi pas, mais de là à remplacer l'original, non. Pour revenir à la musique globalement, je trouve que le travail musical sur ce film fonctionne superbement bien dans l'ambiance et dans la montée de la tension. Il y a vraiment quelque chose de rude qui se dégage, mais pas de rude complètement agressif, de rude, mais aussi de fascinant. Et que ce n'est le film si ce n'est quelque chose de rude et de fascinant. Donc maintenant qu'on a parlé de la mise en scène et de la musique, on va juste parler de Pushing to the Limit et de ce moment musical qui est incroyable d'un point de vue mise en scène. Alors la musique, on l'aime pas, mais ce qui est fort avec cette scène, c'est qu'on commence par les billets, le bruit des billets. Hein, donc on commence par l'audio, mais pas la musique. Ensuite, la musique commence. Et ce qui est super bien fait, d'un point de vue
d'un point de vue mise en scène, c'est que évidemment c'est du langage non parlé, c'est juste le langage de l'image. Et là on comprend tout. On voit que les bandits se baladent avec leur sac sur les épaules, ils ont peur de rien, ils vont dans la banque comme si de rien n'était en plein jour, qu'ils les accueillent avec le sourire. On voit qu'ils gagnent plein d'argent, on voit qu'ils ouvrent des boîtes à gauche à droite, hein, différentes boîtes, etc. On voit qu'il y a ce côté excessif qui arrive. Hein, le tableau, le truc, le machin, le tableau, tu dis, le mariage évidemment, mais surtout le tigre. Et à la fin, on finit par un retour à la noirceur, où justement le personnage d'Elvira, bah, elle, n'est plus en train de profiter de la chose, mais au contraire, elle est en train de boire, de se droguer, etc., etc. Donc, ce qui est spécialement intéressant avec ce passage-là, en plus de l'énergie qui est vraiment grandiose, qu'elle arrive vraiment à transmettre, et ce côté décadence, mais grandiose décadence, je dirais, eh ben, c'est justement ce langage non parlé. Et on n'a pas, personne sur Terre ne s'est jamais demandé, mais qu'est-ce qui se passe là, et quoi que ce soit, tout est évident, tout est clair. Parlons maintenant de l'original de Scarface de 1932. Alors vite fait, c'est pas une vidéo qui est consacrée à ce film. J'ai lu à gauche à droite que la version de 83, la version de Palma, Pacino, oui, ça s'inspire vite fait de quelques trucs, ça reprend quelques noms, et puis voilà, mais non, ceux qui disent ça n'ont jamais vu l'original de leur vie. Ce film de 1983 est un remake, mais un vrai remake, de cette version de 32. C'est un vrai remake. Alors l'original se passe évidemment pendant la Prohibition, ce sont des mafieux italiens, hein, donc ils s'appellent Tony Camonte, donc c'est pas du tout la même chose d'un point de vue ambiance, etc. Tout à fait. Le film en plus date pas de la même époque, ils n'ont pas été tournés à la même époque, donc il y a pas mal de différences. D'ailleurs c'est marrant, hein, parce que je vous ai dit que De Palma n'était pas intéressé par refaire le même film à la même époque, mais il a quand même fait Les Incorruptibles un petit peu plus tard, qui reparle à nouveau d'Al Capone et qui se passe à cette époque-là, mais de manière différente. Il n'a pas fait un remake de Scarface. Bref, je disais, enfin si il l'a fait, mais enfin vous comprenez. Bref. Les Incorruptibles n'est pas un remake de Scarface. Donc, je disais, le film de 1932 a beaucoup de choses en commun. Honnêtement, il y a beaucoup de scènes qui sont pratiquement les mêmes. On peut citer l'interrogatoire au début où Al Pacino est entouré par les membres là on va dire des douanes. On a une scène totalement similaire où le personnage de Camonte est entouré justement par des policiers qui sont en train de lui faire subir un interrogatoire. Si la trame principale reste quand même la même hein, que dans l'original, hein, on a aussi par exemple le moment où il rencontre le personnage d'Elvira, Poppy dans la version d'origine, présenté par son chef, etc. On retrouve vraiment la même chose, quoi. Le Tony du film va voir sa mère, et sa mère lui dit « Non, ça m'intéresse pas ce que tu fais, t'es un bandit, etc. » Et que la sœur accepte. Sachez que le film d'origine a eu des soucis avec le code Eyes, entre autres à cause de cette relation avec la sœur qui est un peu ambiguë, donc voilà. Donc on retrouve tout cet aspect-là. D'ailleurs, on retrouve la sœur qui va menacer Tony avec un flingue après que celui-ci ait tué son pote parce qu'il s'était marié avec elle. Voilà. La tentative d'assassinat du personnage de Tony par son chef, là, c'est dans un restaurant. Mais bref, on pourrait vous en citer plein, hein, des points communs. Grosso modo, retenez que le Scarface de 83 est un vrai remake de celui de 32. Mais il y a des subtiles différences. Entre autres, la durée des deux films. Celui de 1932, il dure 1h30 quelque chose. Tandis que celui de Brian De Palma, 83, il dure 2h, je sais plus, 2h40, quelque chose comme ça. Donc, il y a pratiquement 1 heure de plus de métrage. Et ça, par contre, c'est une très bonne chose pour son remake, c'est qu'il se permet de développer les éléments qui étaient évoqués rapidement dans l'original. Il se permet de les développer et de toucher à d'autres choses, de mieux marquer son ambiance, etc., etc., et où est-ce qu'il veut en venir. Il y a une chose qui a été perdue du film d'origine, bien que le personnage soit toujours présent dans le remake, c'est que dans le film d'origine, le personnage de Camonte, il a un secrétaire qui répond au téléphone et qui dit toujours « j'entends pas », etc., cette partie comique a été enlevée, tant mieux, en tout cas pour cette version-là, pour la version qui nous intéresse aujourd'hui. La version aussi d'origine a beaucoup de scènes très classiques de films de gangsters, dans lesquelles on a donc la voiture qui passe dans la rue, puis le gars qui mitraille depuis la fenêtre, vous voyez, une classique pour tuer des gens qu'on voit dans les films du genre. Il y en a un peu beaucoup, bon, c'est un film de 1932, donc à l'époque, c'était pas un cliché encore aussi marqué, mais heureusement, ça n'a plus trop lieu dans le remake, heureusement, donc ça, c'est une bonne chose.
Pour parler encore vite fait 2-3 mots sur l'original, le film original commence par des panneaux qui dit un truc du genre, voilà, ce film n'a pas du tout pour but de promouvoir tout ce qui est gangster et compagnie. D'ailleurs, on est plutôt en train de pointer du doigt la police et le gouvernement pour savoir ce qu'ils vont faire. Hein. Allez, bougez-vous le gouvernement. Hein. D'ailleurs, vous, spectateurs, hein, il faut que vous vous bougez aussi. Enfin, c'est un truc comme ça, tu fais, ah ouais. Et ce qui est étonnant, c'est que ce panneau, ben, il est un peu en décalage avec le film. Hein. Quand tu regardes le film, tu fais ouais, enfin par rapport à l'annonce qui est faite au début, quand même quoi. Et en réalité, c'est parce que ce panneau a été mis justement pour des questions de censure, pour être sûr que le public comprenne vraiment de quoi ça parle entre guillemets, hein. Ou en tout cas pour être sûr que le public allait comprendre ce que les gens voulaient, enfin ce que ceux qui ont mis le panneau voulaient que les gens comprennent. Donc voilà, ça c'est sûr. Et la fin du film, donc Howard Hawks a dû tourner 3 fins différentes jusqu'à en trouver une qui convienne. Et il faut savoir que donc entre l'original et son remake, dans l'original, il se fait tuer par la police. C'est la police qui le prend d'assaut dans sa maison. Donc plus moral que dans son remake. Howard Hawks a déclaré que donc évidemment il a dû changer des choses, enlever des trucs, le panneau au début, mais aussi qu'il y a des scènes dans le film où on dit que justement sur Camante il y a la loi qui va lui tomber dessus, que la justice régnera par rapport à ses méfaits, etc. Et Howard Hawks a toujours dit que bah, ça c'était pas vraiment ce que lui voulait mettre. Et petite chose intéressante, Howard Hawks a toujours gardé dans un coin de sa tête l'envie de pouvoir un jour remaker Scarface. Je dis ça, je ne dis rien. Peut-être le savez-vous, mais en 1993, Scarface a eu une suite spirituelle, seulement spirituelle. Oui, je pense que vous le savez. Il s'agit de L'Impasse Carlitos Way, réalisé par Brian De Palma, produit par Martin Bregman et interprété par Al Pacino. Who are you working with? Retired. Retired. Le film raconte donc l'histoire, si par hasard vous ne le savez pas, d'un vendeur de drogue, un parrain de la drogue, un grand monsieur de la vente de drogue aux États-Unis, qui pour le coup est portoricain, qui sort de prison. Et quand il sort de prison, il décide de quitter le milieu, mais il se rend compte très rapidement qu'il est dans une impasse et qu'il ne pourra pas en sortir. Voilà, ça c'est pour justifier le titre français. Et c'est un film qui est intéressant à plus d'un titre si on le met en relation avec Scarface. Alors, ce n'est pas une suite de Scarface, parce que c'est pas possible de faire une suite à Scarface. En plus, déjà, le film, lui, donc Carlitos Way, l'Impasse, lui ne se passe pas dans les années 80, mais dans les années 70. Il se passe avant, justement, une période un petit peu plus compliquée. Mais ce qui est intéressant avec ce Carlitos Way, je dis parce que si je dis avec ce l'Impasse, ça fait bizarre, avec ce film, c'est qu'en réalité, il sort grandi de l'apport de Scarface. Parce que ce qu'on voit dans Scarface, c'est plus ou moins la vie qu'a eu le personnage de Brigante, Carlito Brigante, la vie qu'a eu Carlito Brigante avant d'aller en prison. Donc on pourrait imaginer, évidemment, faire un exercice de pensée profonde dans lequel Tony Montana vit plus longtemps, il s'assagit à un moment donné, et à un moment donné, il va en prison, et là, il en ressort totalement transformé. Évidemment, ce n'est pas le cas, parce que ça tuerait le message de Scarface. Mais, ce qui est intéressant, c'est que on a quand même les images de Scarface qui nous aident à alimenter ce film. Carlitos Way, l'Impasse. Ça nous aide à l'alimenter, et du coup, ça lui donne encore plus de saveur. Alors évidemment, le film est totalement différent, le rythme est différent, l'ambiance est différente. On est sur un film qui est peut-être plus posé, moins énergique, un film moins fou, qui va beaucoup moins parce que c'est un film un peu apaisé. Et il y a aussi un côté mélancolique. D'ailleurs, le film est un grand flashback et on sait où ça va mener aussi. Donc, ce ne sont pas les mêmes films, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de petit complément, un petit truc en plus. Alors, pour le coup, l'Impasse, c'est pas tant qu'il amène quelque chose en plus à Scarface, c'est plutôt Scarface qui amène quelque chose de plus à l'Impasse. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est si on fait un lien avec un autre film, avec Al Pacino, un film de mafia, un truc de gangster, le Parrain, évidemment. Alors, non pas tant le Parrain 1, mais surtout que le Parrain, lui, par contre, c'est une saga. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, si on a le point de départ du gangster, on a la fin du gangster, où à la fin, il regrette, il cherche le pardon, il cherche à légaliser tout ça. Enfin bref, il est dans la mélancolie et tout ça, tout ça. Et donc, d'une certaine manière, cette impasse, on va le dire comme ça, cette impasse amène cette petite sensation à une espèce de duo de films qui n'en sont pas. Voilà.
Si Scarface a eu un certain succès en salle, on peut pas dire que ça a été un succès mirobolant. Il a été boudé aux Oscars, ce qui fait qu'il n'a rien remporté, et ça aurait pu très facilement devenir un de ces films, bon, qu'on se souvient, un de ces films d'un acteur, mais un de ces films qu'on cite de temps en temps, pas un de ces grands films qu'on évoque régulièrement. Ça aurait pu être un de ces films que les chaînes de télévision achètent bon marché pour le passer tous les après-midi, comme ça, un peu au hasard, entre ça et un téléfilm. Scarface, ça aurait pu être ça. Mais il a connu un autre destin. Alors même si, sur l'interprétation, je suis un petit peu dubitatif, bah, qu'on le veuille ou non, tout ce qui est la scène hip-hop américaine et autres, qui l'a canonisé, qui en a fait un exemple et qui, du coup, bah, l'a permis de continuer à vivre, d'exister et d'être présent, mais aussi, après, évidemment, tout simplement, les révisions du film, que ce soit en vidéoclub, en VHS, les passages à la télévision, etc., etc. Comme quoi, les passages à la télévision, c'est pas juste un petit film qu'on regarde comme ça peut aussi permettre de réévaluer un film. Donc, tout ça a permis au film de continuer à exister et de grossir, de grandir et de devenir à chaque fois plus fort et plus puissant. Le film, en plus, après, a marqué les esprits avec ses répliques, avec l'accent de Pacino, avec la manière de faire. Même moi, avec les potes, on s'amuse à le faire. Donc, je sais qu'il a été parodié au Saturday Night Live. On en a fait des parodies dans des séries animées, des Simpsons et autres. Bref, le personnage est rentré dans la pop culture. Et donc, l'image de Tony Montana, le truc très essentiel, très puissant qu'il balance, ce côté, comme je disais, presque honnête dans sa démarche et à fond la caisse dans ce qu'il fait, eh ben, ça a marqué les esprits. Et donc, ça a permis au personnage de survivre. Mais ce qu'on ne peut pas voir dans Scarface, tout simplement un film très bon, simplement un très bon film, très bien réalisé, très énergique, avec une interprétation de folie, avec des répliques cultes, des dialogues impactants, une violence qui vient provoquer quelque chose, une ambiance de cette Miami. Est-ce que finalement, avec tout ce qu'on a dit, est-ce que finalement Scarface n'est pas juste un très bon film qui mérite qu'on s'en souvienne et qu'on en reparle, juste en tant que tel, au-delà de « c'est un film culte, il faut l'accepter, point barre ». Quand on regarde le film, est-ce qu'il n'a pas quelque chose qui fait bim? Et la réponse est oui. Scarface, c'est juste un très bon. Say hello to my little friend!